Allez, la partie décryptage, la deuxième partie de cette émission de l'OM au café, avec toujours notre invité, encore une fois pour moi, exceptionnel, qui est Kevin Bordy, alias Blitzstream. Si vous ne connaissez pas les échecs, les amis, faites-vous un jour juste, il y a des best-of de Kevin sur YouTube, et franchement, on passe juste un super moment, et puis ça peut vous donner aussi l'envie de découvrir ce sport. Et franchement, Kevin est un super, et en plus, je le dis parce que vous le savez, je n'ai pas ma langue dans ma poche. C'est un super mec. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, et il y a des fois des gens de la télé, du cinéma. Ils sont adorables à la télé, au cinéma, et dans la vraie vie, c'est juste des sombres connards. Et Kevin est juste un amour. Il est super disponible, donc encore plus bravo à lui. Kevin, avant de parler de toi, parce que je me posais la question aussi, et faire un peu plus ton parcours, etc. Mais pendant cette partie décryptage, Sauna 13 disait, est-ce qu'il y a des dingueries aussi en arbitrage aux échecs? Tu sais qu'au foot, et tu me le disais, hein, si un arbitre a envie de tricher, te faire gagner un match, il te siffle un péno ou il expulse un autre joueur, et ça te facilite grandement la partie. Est-ce qu'un arbitre aux échecs, moi je sais que non, mais je fais le néophyte, est-ce qu'il peut arriver et t'enlever une pièce en disant tiens, je te fais un handicap, ou te mettre justement un carton jaune, voire un carton rouge pour t'exclure? Quelles sont leurs marges de manœuvre, et peuvent-ils influencer sur une rencontre? Alors, ils peuvent pas vraiment influencer de manière directe parce qu'ils n'ont pas le droit de faire grand-chose, les arbitres généralement, mais les arbitres aux échecs, ils brillent par leur inaction totale. C'est-à-dire, bon, ils n'ont quasiment rien le droit de faire, ils doivent juste vérifier ce qui se passe. Mais malheureusement, quand il y a des choses qui sont plus ou moins interdites, généralement, ils ne font rien, en fait, si tu veux. Donc, ils influent par leur non-influence. Par exemple, tu n'as pas le droit de jouer avec deux mains aux échecs. Et au dernier championnat du monde, il y a le joueur français s'est fait, Elireza Firouzja, le numéro 1 français, il s'est fait éliminer en quart de finale. Sur un coup, l'adversaire a joué à deux mains. Alors, vous pouvez vous dire que jouer à deux mains, ça change pas grand-chose si vous connaissez pas les échecs, sauf qu'il lui restait plus que 3 secondes à la pendule. Et qu'en jouant avec deux mains, il a économisé 1 seconde, et il se trouve que c'est interdit. Donc, au bout d'un moment, c'est comme au foot, tu touches le ballon de la main. Au bout d'un moment, on s'en fiche de savoir si ça t'a vraiment aidé ou pas. T'as pas le droit, hein. Alors, juste parce que ce que tu dis est intéressant, Kevin, mais juste pour préciser pour les néophytes aussi qui comprennent rien, quand Kevin vous dit jouer à deux mains, c'est pas qu'il a pris une pièce avec les deux mains. Oui. C'est qu'en fait, aux échecs, vous devez jouer qu'avec la main droite, ou d'ailleurs qu'avec la main gauche. Vous choisissez votre main. Et si vous jouez de la main droite, donc vous bougez la pièce et vous cliquez sur la pendule. Et en fait, ce qui est en train d'expliquer Kevin, c'est qu'il y a un joueur qui a bougé la pièce de la main gauche, et en parallèle, il a tapé. Donc vous voyez bien que dans le mouvement, si vous bougez la pièce main droite et que vous tapez, ça va moins vite que si vous bougez, vous tapez. Vous gagnez quelques secondes, et quand il en reste plus que 3, quelques dixièmes. Donc voilà, donc il n'a pas pris une pièce avec les deux mains, juste pour la petite précision. T'as bien raison de le préciser. Donc, tu vois, c'est de par leur inaction parfois que les arbitres peuvent influer sur les rencontres. Et je peux te dire que les arbitres, ils interviennent vraiment très, 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 très rarement. Il faut vraiment abuser pour qu'ils viennent. Donc oui, finalement, ça a un impact parfois. Et autre petite histoire, vous en avez peut-être entendu parler parce que ça a été médiatisé, mais il arrive qu'on ait des dress codes dans les tournois d'échecs, et que les arbitres fassent un petit peu de zèle. Et Magnus en a fait les frais. Et Magnus Carlsen en a fait les frais, et c'est Magnus Carlsen, pareil, pardon, mais excuse-moi, je t'ai encore coupé grossièrement, mais pour ceux qui ne sont pas des suiveurs d'échecs, Magnus Carlsen, qui est le meilleur joueur de tous les temps, l'équivalent, si vous voulez, d'un Messi, d'un Ronaldo. Enfin, chacun choisira son GOAT, comme on dit, mais Carlsen est vraiment, Magnus Carlsen est de très loin le GOAT des échecs. Enfin, pour moi en tout cas. Après, je sais pas si tu es d'accord aussi, Kevin. Ça, y a pas je crois qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ça fait trop longtemps qu'il est numéro 1. On a la chance ou la malchance que ce soit tellement clair qu'il n'y a même plus de débat là-dessus. Mais donc voilà, il peut y avoir des problèmes vestimentaires, et ils peuvent aussi briller par leur inaction sur parfois les problèmes de triche, où tu vois, je te parlais du gars là pour les toilettes, comme ils n'ont pas un très gros rayon d'action.
non plus, ben ils ont du mal à attraper les tricheurs parce que la technologie est en avance sur, comme dans beaucoup de sports là encore, hein, est en avance sur la technique. Et par exemple, les arbitres n'ont évidemment pas le droit de rentrer dans les toilettes ou ce genre de choses. Et donc là aussi, leur champ d'action n'est pas suffisant. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas rentrer dans les toilettes pendant que tu es en train de. Bon, on est d'accord. Compliqué quoi. Xenora sur YouTube qui nous dit Seb, tu joues E4 ou D4. Évidemment, étant j'allais dire un poulain, je suis rien du tout, mais un spectateur plus comme ça, puisque j'ai pas eu la chance aujourd'hui, il donne plus de cours particuliers, Kevin, mais j'ai pas eu la chance d'être coaché par Kevin, mais je suis toutes ses vidéos, donc évidemment j'ouvre par D4 puisqu'il a fait de longues séries tutoriels sur le système de Londres, donc je me suis tapé toutes ses vidéos et j'essaye de faire comme lui, mais lui quand vous le jouez ça vous semble facile. C'est un peu comme quand j'entends parler quelqu'un anglais, bon tu comprends, et après quand c'est à toi de parler c'est un peu plus compliqué. Et avec les noirs forcément la Scandi quand ça part sur E4, la petite Scandi qui va bien. Bon, c'est la partie décryptage, on va un peu se concentrer sur toi Kevin. Tu es fan de l'OM depuis quand, du coup? On en discutait, c'est depuis ta jeunesse, hein, c'est ça? Ouais, c'est vraiment depuis tout petit. Alors, tu sais, histoire marrante, tu vois, je me rappelle du but de Basile Boli en finale de Ligue des Champions, mais je sais toujours pas, ça fait 30 ans que je me pose, enfin non, pas 30 ans, ça fait 15 ans que je me pose la question. J'ai regardé le match avec mon papa, évidemment, à l'époque, et j'arrive toujours pas à savoir si je me rappelle vraiment du but ou si je m'en rappelle parce que je l'ai revu des milliers de fois. Et je me demande toujours si, tu sais, j'ai vraiment le souvenir originel, mon premier souvenir d'un match de l'OM, si c'est ce but. Parce que je sais que j'étais forcément très content. J'avais 3-4 ans, donc j'ai dû exploser de joie, si tu veux, comme tous les minots. Mais je sais pas si je me rappelle vraiment de ça ou si je me rappelle, entre guillemets, de moi me rappeler d'avoir vu ce but. Mais ça remonte de là, hein. Mais comme, j'imagine, tu sais, quand t'habites dans le sud, t'es né fin des années 80, t'es forcément pour l'OM. C'est obligatoire. Ah ben nous à Marseille, de quelque année que tu sois, comme tu disais en début d'émission, les vrais sont pour l'OM parce que je trouve que c'est un club qui transmet les valeurs comme ça de père en fils, d'oncle à neveu, etc. Enfin bref, ou de grand-père. Mais il y a cette espèce de tradition de mener le fiston, le cousin, le neveu, etc. au stade pour lui faire découvrir l'ambiance. Et puis une fois que tu as mis un pied dans l'arène, forcément, tu n'en sors plus. Au Seb Mouille-toi qui nous dit c'est quoi le numéro de téléphone pour participer à la dernière partie de notre émission. Loïc va vous l'afficher, n'hésitez pas, hein, le numéro s'affiche, vous nous appelez, on vous accueille au standard et boum, vous venez discuter avec Kevin et moi, et du coup on en discutait la dernière fois aussi, Kevin, ton amour de l'OM fait que tu as une détestation du PSG, quoi. Ouais, bah c'est assez clair, hein, c'est depuis toujours, mais d'autant plus là depuis les années où pour moi, si tu veux, l'intérêt de la Ligue 1 a totalement, pas disparu, mais pour beaucoup, hein, de gens qui suivent le foot, qui sont pas supporters à 100%, qui regardent tout, t'as l'impression que le championnat est décidé d'avance et que t'as une équipe qui peut faire absolument ce qu'elle veut. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je te parlais des règles de fair play financier, par exemple. T'as l'impression qu'ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Rappelle-toi quand il y a eu tous les problèmes avec Marseille, on s'est retrouvé en deuxième division. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. C'est ne serait-ce que le transfert de Neymar, où en fait ils en ont fait l'égérie du Qatar pour la Coupe du Monde. Ils lui ont filé un chécos de 220 millions d'euros qui lui a permis du coup à Neymar de racheter son contrat et de venir libre au PSG. Juridiquement tu peux rien dire, mais d'un point de vue moral c'est juste une dinguerie, quoi. C'est pas possible. Ça me fait penser un peu à la F1 quand tu as une voiture qui va beaucoup plus vite que les autres et du coup c'est qui le meilleur pilote en fait?
C'est qui? C'est parce que c'est toujours facile de gagner quand tu appuies sur la voiture et que la pédale de la voiture et qu'elle va à 300 km/h quand les autres ils vont à 250. On voit avec Hamilton, hein, il gagnait tout. Et puis ben là, ça devient plus dur quand il n'a pas le bon matos. Donc effectivement, l'écart de pognon fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu dis, Kevin, du coup, à tous les gens qui disent « Ouais, vous dites ça, c'est vrai que le delta entre Paris et l'OM est monstrueux, mais le delta entre l'OM et Auxerre, il est important aussi, et pour autant, on se fait taper par Auxerre 2 fois cette saison. » Ouais, mais c'est différent en fait. C'est à un moment donné, c'est différent parce que t'as une équipe, t'as bientôt l'équipe C de Paris, ils pourraient être champions. Je veux dire, ils ont un effectif qui est pléthorique et puis quand t'es autant devant, c'est quand même plus. Enfin, c'est pas que c'est plus facile. Non, mais il y a beaucoup plus d'écart entre Paris et Marseille qu'entre Marseille et Auxerre en réalité. Et puis sur le championnat, on voit bien que Marseille est quand même. ça va pas mal non plus. Hein, faut pas. Mais non, mais l'écart, il est tel. Et puis c'est à tous les niveaux. Tu vois bien que tu sais qu'il pourra jamais rien leur arriver. T'as aussi une impression de comment dire d'impunité qui est notée d'avance, quoi. C'est ça. Gege du Ventoux qui nous dit le meilleur pilote en F1, tu le vois sous la pluie. Et David Dou, 38 bis, qui nous dit Seb, tu ne connais rien à la F1, on ne peut pas te laisser dire ça. Vous le savez, je caricature toujours mon propos. Mais ceci étant dit, David Dou, pardon, mais moi, mon idole en F1, ça a toujours été Michael Schumacher. Donne-lui une 2 chevaux, une vraie 2 chevaux, et donne-moi une F1 à moi. Bon, je ne saurais pas la conduire. Mais dans l'esprit, comment tu veux qu'il gagne? Il est tributaire du matos. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me raconter ce que tu veux. Si le mec, il n'a pas une voiture qui est au moins 10% moindre que la meilleure machine, il pourra pas gagner un Grand Prix. Ok, tu as la stratégie des arrêts au stand. Ok, tu as le choix des pneus, justement, en fonction de la météorologie, etc. Je suis d'accord avec toi. Et puis, tu as surtout le talent. Mais je suis d'accord avec Gege du Ventoux pour dire le meilleur pilote, c'est sous la pluie que tu vois vraiment ses qualités de pilotage. Parce que sinon, après, la machine, malheureusement, elle y fait quand même, quoi. Hein. Tu peux pas dire que le meilleur pilote, peu importe, tu le mets dans n'importe quel volant de F1 et il va gagner à l'arrivée. Pour parler un peu, parce qu'il y en a quand même des amoureux de l'OM qui s'intéressent aussi aux échecs, et comme c'est dans la partie décryptage, je te pose quand même la question. Ça t'est venu comment la passion des échecs? Loïc, si tu peux nous remettre Kevin aussi, je sais qu'il fige un peu des fois, merci. Ça t'est venu quand et pourquoi d'ailleurs cette passion des échecs, Kevin? Ben écoute, mon papa à l'époque, on avait une Game Boy, si tu veux, pour jouer, c'est pratique. Hein. C'est mieux que les téléphones pour les enfants d'ailleurs. Quand tu vois maintenant quand ça scrolle, moi j'ai une petite fille qui a 2-3 ans, franchement c'est inquiétant maintenant le scrolling sur les réseaux sociaux. Bon, peu importe. Nous à l'époque on avait des petites Game Boy pour jouer et on avait 5-6 jeux si tu veux, Mario, les jeux les plus basiques. Et mon père qui jouait un petit peu aux échecs avait les échecs si tu veux. Et moi je remettais toujours la cassette des échecs parce que je voulais jouer à ce jeu que j'essayais de comprendre, si tu veux, et j'essayais d'apprendre les règles empiriquement à 5-6 ans. C'est-à-dire en essayant d'apprendre le déplacement de chaque pièce en voyant ce qu'elle pouvait faire. Et un jour, mon père, il a dit « Bon, écoute, je vais vraiment t'apprendre à jouer parce que c'est pas possible ce que tu fais, tu vas jamais apprendre les règles. » Et donc, j'ai commencé à apprendre les règles comme ça. Après, à l'école, nous, à Cannes, on avait la chance d'avoir le club d'échecs qui proposait des cours dans toutes les écoles de Cannes. Donc, on a l'initiateur du club qui est venu dans mon école et qui a dit à mes parents, ce minot, il est doué pour les échecs, il faut qu'il vienne au club. Et donc, je suis allé au club et puis quand tu es un peu doué pour ça, qualification championnat de France, etc. Et puis après... C'était parti, mais c'est marrant que j'étais déjà fasciné par le jeu avant même de connaître les règles. Et du coup, je sais que tu as vécu en Russie, à moins que je dise des bêtises, mais il me semble que tu allais vivre en Russie. C'est pour aller étudier les échecs ou aucun rapport? Non, pas de rapport avec les échecs. D'ailleurs, je peux te raconter une anecdote marrante de football sur la Russie. Je sais pas si tu te rappelles, y a un grand maître d'échecs qui s'appelle Karpatchev, peu importe, qui est un grand supporter du Dynamo Moscou.
D'accord. Il va à tous les matchs, tu vois. C'est vraiment comme un grand supporter de l'OM. Et il y a un défenseur central, si tu te rappelles, à l'Euro début des années peut-être 2006 ou 2008, je sais plus les années. Mais il y a un défenseur central russe, Kolodin, qui met un but de 35 mètres, une frappe. Tu la vois cette frappe? 35 mètres, la balle, elle part sous la barre. Et tu vois, je connaissais pas trop le championnat russe. Et mon pote Karpatchev, je lui dis, mais ouais, vous avez votre défenseur, la Kolodin, c'est un champion. Lui, le but qu'il met, c'est phénoménal. Et là, mon pote me regarde et il me dit, mais tu sais que ça fait 10 ans qu'il met des frappes de 30 mètres, ça fait 10 ans qu'elles partent avec les gabions. Il me dit, il en met un dans sa vie et c'est même pas avec nous. Eh ouais, il y en a beaucoup des joueurs qu'on a vu faire un exploit dans leur vie et après plus rien. C'est même pas avec ton club. C'est ça. Ça, on a 13 qui nous dit, Seb, demande-lui à Kevin combien de temps a duré sa partie la plus longue. Ma partie la plus longue, c'est une histoire très marrante puisque c'était en Italie et l'adversaire m'a carrément insulté après la partie et a quitté le tournoi. La partie a duré 7 heures. J'étais dans une position... donc on a 3h30 chacun pour la partie de base. J'étais dans une très mauvaise position après 1h25 de jeu. J'avais plus aucune chance de gagner parce que j'étais dans une position fermée. En fait, il y avait que lui qui pouvait gagner la partie. Tu sais, j'étais enfermé. Et au final, le temps est passé. Il s'est mis à jouer le gain quand il lui restait plus que 20 minutes. Donc après 6h30 de jeu, il s'est mis à essayer de gagner. Et là, psychologiquement, tu vois, on parlait de la réussite ou quoi. Je me suis dit, ce gars, faut que je le fasse tomber. Donc tomber aux échecs, c'est quand l'adversaire se retrouve 100 ans. Donc tomber à la pendule. Tomber à la pendule. Vous imaginez bien que quand on a 3h30, c'est difficile de se retrouver 100 ans. Mais bon, peu importe, la partie a été longue. C'était une partie de fond de cours. Et donc, au bout du bout, il nous restait peut-être 30 secondes chacun. C'était sur des pendules mécaniques, donc on voyait pas vraiment le temps qui nous restait. Et j'ai fini par le faire tomber. Donc vraiment, après 7 heures de jeu, on avait les deux, on a un petit drapeau pour voir combien il nous reste de temps. On avait les deux le drapeau tout en haut. Et le mec finit par tomber donc de cette partie de 7 heures. Et après la partie, il m'a carrément insulté. Il y a l'arbitre qui est venu pour que ça aille pas plus loin. Il est revenu jouer le lendemain. Il a perdu une partie le matin où il a complètement implosé et il s'est barré du tournoi. Ouais. Tu l'as fait tilter, comme on dit. Complètement. Agrafoun qui nous dit, génial cet invité, ça change un peu. Eh bien, écoute, je suis content si ça te fait plaisir parce que moi, je kiffe mon moment aussi d'avoir Kevin Bordy, alias Blistream, avec nous dans l'OM au café. On va faire sauter la petite page de pub parce qu'on est un petit peu en retard. On passe tout de suite à votre partie. C'est la partie des appels. La parole est à vous, les amis.